La fourchette s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. De l'autre côté de la pièce éclairée à la bougie, derrière un paravent de lys de serre et la lente dérive d'une musique de violon, il la vit. C'était sa femme, enceinte de 7 mois de son enfant. Sa main reposait sur le lin blanc, comme si elle l'avait posé là pour stabiliser le monde. Et en face d'elle se penchait le duc de Marenwall. Il avait la courtoisie tranquille d'un homme à qui on n'a jamais rien refusé de toute sa vie. Le seigneur Adrian Veche reposa sa fourchette. Le petit clic de l'argent contre la porcelaine résonna à son oreille plus fort que l'orchestre. Il avait quelques secondes pour décider s'il devait se lever, s'il devait traverser la pièce, ou s'il devait prétendre qu'il n'avait rien vu du tout. Il ne fit rien de tout cela. Il expira par le nez, et il observa. À côté de lui, Mireille rit de quelque chose qu'il n'avait pas dit. C'était un rire éclatant, destiné à être entendu. Ses doigts gantés frôlèrent le poignet de sa manche, avec ce geste possessif qu'elle répétait depuis 3 mois maintenant. Il sentit ce contact comme on sent une mouche sur le dos de la main dans un rêve. La lueur de la bougie sur la gorge de sa femme, l'angle de ses épaules, ni raide, ni relâchée. La bouche du duc bougeait, lente, prudente, formant une phrase qui la fit baisser les yeux vers son assiette. Puis, après une pause mesurée, elle releva la tête avec le plus petit, le plus intime sourire qu'Adrian ait jamais vu sur son visage. Il était marié à cette bouche depuis 4 ans. Jamais il n'y avait fait naître ce sourire. La pensée arriva sans permission et s'assit à sa table comme une invitée surprise. Mireille disait quelque chose à propos de la soupe. Mireille disait toujours quelque chose. Il répondait au bon moment avec la bonne chaleur, car il avait bâti sa carrière et sa réputation sur ce masque même qu'il portait à dîner, sur la discipline de répondre au bon moment avec la bonne chaleur. À l'intérieur, derrière ce visage prudent, une question lente et froide se formait. Depuis combien de temps sa femme savait-elle qu'il venait ici? Depuis combien de temps connaissait-elle la salle à manger privée à l'arrière de l'Argent Héron, la table qu'il prenait toujours le mercredi, les fleurs coupées sur lesquelles Mireille insistait? Depuis combien de temps savait-elle? Et depuis combien de temps ne disait-elle rien? Et qu'est-ce qu'elle lui disait, exactement, maintenant, en s'asseyant dans la salle principale du même établissement, avec l'homme le plus puissant de 3 provinces, et en refusant de le regarder, avec cette main si calme sur le lin? Elle ne lèverait pas les yeux. Il le comprit presque aussitôt. Éléanore n'était pas une femme qui manquait de remarquer les choses. C'était une femme qui choisissait, à chaque instant, ce qu'il fallait remarquer et ce qu'il fallait ignorer. Elle avait choisi le visage du duc. Elle avait choisi la nappe blanche et le petit bol en argent de violettes confites, et la façon dont la flamme de la bougie penchait un peu vers son souffle quand elle parlait. Elle ne l'avait pas choisi, lui. Il reporta son regard sur Mireille avant qu'elle ne puisse remarquer qu'il avait été ailleurs. Il sourit. Il lui demanda à voix basse si le vin était à son goût. Il écouta son opinion sur le vin comme un homme écoute la pluie à une fenêtre qu'il ne peut pas fermer. Et sous la table, très lentement, il ferma sa main en un point, puis, avec effort, l'ouvrit à nouveau. Pour comprendre ce qui se passait dans cette salle à manger, il faut comprendre un mariage qui avait été arrangé avant que les 2 parties ne soient assez âgées pour le refuser. Eleanor Hartwin avait 17 ans quand son père, se noyant discrètement dans des dettes que personne en dehors de 3 bureaux de comptabilité ne connaissait, l'avait fait entrer dans un salon en ville. Il l'avait présenté au fils unique du seigneur Veche de Brin-de-Mer. C'était un jeune homme de 2 ans, son aîné, avec un esprit brillant pour le commerce, un visage illisible et une sorte de sang-froid que certaines femmes trouvent reposant et d'autres effrayant. Éléanore n'avait trouvé ni l'un ni l'autre. Elle l'avait trouvé intéressant, ce qui, dans sa famille, était une réaction plus rare et plus utile. Il s'était marié dans l'année. Le contrat était généreux de son côté et discret du sien. Les dettes disparurent des bureaux de comptabilité aussi discrètement que de l'encre effacée d'une page, et personne en dehors de 3 pièces de la ville n'en parla plus jamais. Elle lui avait apporté son sang-froid, son intelligence et une dot de propriété le long de la côte Est. Son père n'avait jamais réussi à les rendre rentables, mais son mari, en moins de 18 mois, les avait transformés en la concession de transport la plus lucrative du Sud. Il lui avait apporté son nom, ses maisons, ses manières prudentes et une habitude de travailler tard qu'elle avait d'abord prise pour de la diligence. Il s'était mis d'accord sur beaucoup de choses dans les premiers mois. Il s'était mis d'accord sur la gestion de la maison, sur le placement des invités, sur l'éducation de la nièce
qu'il avait recueillies après la mort de sa sœur, sur la nécessité d'assister à la saison en ville et la nécessité égale de la quitter avant qu'elle ne devienne fastidieuse. Ils s'étaient mis d'accord sur la forme de leur journée. Ils ne s'étaient pas mis d'accord, car ils n'en avaient jamais parlé, sur la forme de leur nuit. Éléanore n'était pas une romantique. Elle avait été élevée par une mère qui lui avait appris que le romantisme était un luxe pour les femmes dont les pères n'avaient pas joué au jeu d'argent. Elle avait absorbé la leçon sans amertume. Mais elle découvrit lentement qu'elle était capable d'une affection constante et attentive qu'elle n'attendait pas d'elle-même. Et elle avait commencé, dans la 2e année du mariage, à diriger cette affection prudemment vers son mari. Ou, s'il l'avait remarqué, il n'avait pas su quoi en faire, et l'avait traité comme on traite un cadeau que l'on n'est pas certain d'avoir mérité. Avec des remerciements, avec soin, avec une légère distance polie, qui, avec le temps, fit que le donateur cessa de donner. La 3e année, elle avait arrêté. La 4e, elle avait appris à s'amuser de la maison et à y être utile. Elle s'était appris à ne pas attendre à la fenêtre quand sa voiture était en retard. Au moment où elle découvrit qu'elle était enceinte, elle avait aussi découvert, par une femme de chambre qui ne pouvait pas garder un secret et une modiste qui le pouvait, que son mari avait pris une maîtresse. Elle ne pleura pas. Elle n'écrivit pas de lettres. Elle ne fit pas, comme sa mère l'aurait fait, s'enfermer dans une petite pièce avec un petit chien et une grande bouteille, pour en ressortir 3 jours plus tard, avec les yeux rouges et une nouvelle robe commandée. Elle resta assise, très immobile, au bureau dans le salon du matin, et elle réfléchit. Elle réfléchit pendant la majeure partie d'un après-midi. Et elle décida, au moment où la lumière avait pris la couleur du thé léger sur la pelouse, qu'elle ne se comporterait pas comme se comporte l'épouse bafouée. Parce que l'épouse bafouée était le rôle que tout le monde en ville avait déjà écrit pour elle. Et Éléanore Vèche avait depuis longtemps cessé d'accepter de jouer des rôles écrits par d'autres. Elle se comporterait, au lieu de cela, comme se comporte une femme qui a été sous-estimée par son propre mari. C'est-à-dire qu'elle se comporterait précisément comme elle s'était toujours comportée, et elle remarquerait. Elle remarquerait les mercredis. Elle remarquerait les fleurs commandées chez le fleuriste de Maple Row. Elle remarquerait les nouveaux boutons de manchette, les contes inexpliqués, l'odeur d'un parfum inconnu sur un col de manteau, quand il rentrait tard, et l'embrassait sur le haut de la tête, en lui demandant avec une gentillesse absente si elle avait mangé. Elle remarquerait tout cela, et elle ne dirait rien. Non pas parce qu'elle avait peur, non pas parce qu'elle avait honte, mais parce que ne rien dire dans la maison du seigneur Adrian Vèche était l'instrument le plus puissant qu'une femme intelligente puisse jouer. Et elle en apprenait le doigté depuis 4 ans. Le duc de Marinewall était une vieille connaissance de son oncle. Il lui avait écrit, de l'écriture soignée et un peu démodée qu'il utilisait pour sa correspondance personnelle, quand il avait appris qu'elle attendait un enfant. Il avait demandé, avec la franchise qui lui avait valu à la fois ses amis et ses ennemis, si elle lui permettrait d'avoir le plaisir de dîner avec elle la prochaine fois qu'il serait en ville. Car il avait des affaires dont il souhaitait discuter avec elle, et il préférait discuter d'affaires autour d'une bonne table, plutôt qu'autour d'un bureau. Éléanore avait lu la lettre 2 fois. Elle l'avait pliée. Elle l'avait placée dans la petite boîte laquée où elle gardait ses papiers personnels. La boîte que son mari n'avait jamais pensé à regarder, parce que son mari n'avait jamais vraiment compris que sa femme avait des papiers personnels. Et elle avait répondu de la même écriture soignée qu'elle serait ravie de le rencontrer à l'Argent-Héron le mercredi suivant son arrivée, à l'heure de 8 heures. Elle avait choisi le jour. Elle avait choisi l'établissement. Elle avait choisi la salle principale avec ses lys et ses violons, et sa vue claire et dégagée sur la porte du fond. Elle avait choisi avec un calme qui la surprit même elle, la robe, une soie gris tourterelle qui drapait doucement la courbe arrondie de son ventre et ne s'en excusait pas. Et quand elle descendit de la voiture ce soir-là au bras du laquais du duc, elle avait jeté un seul regard vers les hautes fenêtres du restaurant. Et elle s'était dit, très clairement, de la voix qu'elle utilisait quand elle prenait une décision sur laquelle elle n'avait pas l'intention de revenir, « Ce soir, il me voit. » À l'intérieur de la salle principale, le duc s'était levé à son entrée. C'était un homme grand, large d'épaules, les tempes grisonnantes, avec le visage impassible de quelqu'un qui avait passé des décennies à être observé et qui avait décidé il y a longtemps de ne pas jouer la comédie. Il lui prit la main de manière formelle, se pencha dessus à la distance exactement correcte, et tira lui-même sa chaise,
écartant le maître d'hôtel d'un petit geste courtois qui fit que le maître d'hôtel s'inclina plus profondément qu'il ne l'avait prévu. Eleanor s'assit, le duc s'assit, le serveur apporta de l'eau et du pain et le petit bol en argent de violettes confites qui faisait la renommée de la maison, et s'en alla. Pendant un long moment, le duc ne parla pas. Il la regarda, pas son ventre, ce qui aurait été indiscret, et pas au-delà d'elle, ce qui aurait été impoli. Mais son visage, avec une attention soutenue et réfléchie qu'Éléonore réalisa, avec un petit sursaut, qu'elle n'avait pas reçu d'un homme à une table de dîner depuis très longtemps. Puis il dit, d'une voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre, « On m'a dit que votre mari est à l'arrière de l'établissement ce soir. Je pensais que vous devriez le savoir, au cas où vous souhaiteriez partir. » Éléonore but une lente gorgée d'eau. Elle reposa le verre. Elle croisa le regard du duc. « Je sais, dit-elle. J'ai choisi le mercredi. » La bouche du duc bougea très légèrement dans un coin. Ce n'était pas tout à fait un sourire. C'était le début d'un sourire, suspendu là, comme un homme qui s'arrête sur un seuil pour voir s'il a été invité à entrer. Puis, avec la même courtoisie discrète, il dit « Dans ce cas, madame, commanderons-nous » La conversation qui suivit portait en surface sur des terres. Le duc avait hérité, 2 ans auparavant, d'une étendue de marais et de bois le long de la côte Est, que ses régisseurs lui avaient assuré sans valeur. Il avait des raisons de croire que ses régisseurs se trompaient. Il avait fait des recherches. Il avait entendu, par des canaux qu'il ne nomma pas, que la concession de transport qui longeait la côte juste au sud de son marais était gérée en pratique, non pas par le seigneur Vèche, dont le nom figurait sur les papiers, mais par Madame Vèche, dont le nom ne figurait sur rien. Il souhaitait, dit-il, comprendre si ce qu'il avait entendu était vrai. Il souhaitait le comprendre de sa bouche, parce que les hommes qui le lui avaient dit avaient fait des suppositions, et il préférait ne pas faire des affaires sur la base de suppositions. Éléonore écouta. Elle mangea lentement, parce que l'enfant rendait nécessaire de manger lentement. Elle regarda ses mains pendant qu'il parlait. De grandes mains, très immobiles, les mains d'un homme qui avait appris à ne pas gesticuler. Quand il eut fini, elle posa sa fourchette, et elle dit très simplement que ce qu'il avait entendu était vrai, et qu'elle serait heureuse de lui expliquer précisément comment la concession fonctionnait, et précisément pourquoi son marais correctement drainé sur le bord sud vaudrait d'ici 5 ans plus que tout le reste de son domaine réuni. Elle parla pendant 20 minutes. Elle ne se référa à aucun papier. Elle nomma les marais et les profondeurs et les noms de 3 capitaines qui, si on les approchait correctement, amèneraient leurs navires vers le nord pour la moitié du prix que le duc payait actuellement à des hommes qui ne le feraient pas. Elle nomma la largeur précise en pied du canal, qui devrait être creusé à travers la digue ouest. Elle nomma le coût. Elle nomma le rendement. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne regarda à aucun moment vers l'arrière de la maison. Quand elle eut fini, le duc resta silencieux un long moment. Puis il posa sa propre fourchette, et il dit, d'une voix qui pour la première fois n'était pas entièrement composée, « Madame, je suis venu ici ce soir pour vous poser une question, et vous en avez répondu à 3 que je n'avais pas encore pensé à poser. » Il fit une pause. Il la regarda très fixement, puis il dit, « Votre mari est un imbécile. » Éléonore ne répondit pas. Elle reprit son verre d'eau. Elle le fit tourner d'un quart de tour sur la nappe, comme si elle ajustait un petit instrument. Et puis, sans le regarder, sans regarder nulle part en particulier, elle dit, de la même voix calme qu'elle avait utilisée pour discuter du canal à travers la digue ouest, « Il n'est pas un imbécile, votre grâce. C'est simplement un homme qui n'a jamais eu à regarder l'arrière de la maison, derrière le paravent de lys. » Adrien avait cessé de faire semblant d'écouter Mirelle. Il avait cessé de faire semblant de manger. Il était assis, les mains jointes sur le bord de la table, et il regardait sa femme parler à un homme qui la regardait comme si elle était la seule personne vivante dans la pièce. Et il comprit, lentement, de la manière dont on comprend le sens d'une phrase, dans une langue que l'on n'a que partiellement apprise, que quelque chose se tramait dans la salle principale de l'Argent Héron qui n'avait rien à voir avec lui, et que par sa propre longue inattention, il s'était rendu inutile à cela. Morel, sentant enfin qu'elle l'avait perdu, se pencha plus près. Son parfum, qu'il avait autrefois trouvé charmant, lui parut maintenant trop sucré, la douceur de quelque chose laissé dehors trop longtemps. « Adrian, dit-elle de la voix basse et enjôleuse qu'elle avait perfectionnée, quelque chose ne va pas ?»
Il la regarda. Il la regarda vraiment, peut-être pour la première fois en 3 mois. Et ce qu'il vit, avec une petite clarté froide qui le surprit, fut une femme qui n'était ni méchante, ni stupide, et qui, en aucun sens significatif, n'était à lui. Elle était une habitude. Elle était une habitude qu'il avait soigneusement construite autour des bords d'un mariage qu'il n'avait pas pris la peine d'habiter. Et l'habitude, comme toutes les habitudes, avait commencé à creuser en lui un sillon si profond qu'il l'avait pris pour une route. Il dit, assez doucement, « Rien ne va pas. » Il dit, « Le vin est excellent. » Il dit, « Voulez-vous me pardonner? Je crois que j'ai un mal de tête qui s'annonce. » Et Mireille, qui était beaucoup de choses mais pas une femme, qui insistait quand elle sentait une porte se fermer, sourit du sourire exercé qu'elle gardait pour de tels moments, et dit, « Bien sûr, monseigneur. » Et elle appela l'addition du plus petit mouvement de sa main gantée. Il paya. Il se leva. Il l'aida à mettre son châle. Il la raccompagna, par la porte de côté, jusqu'à sa voiture qui attendait. Il baisa sa main gantée. Il lui dit, avec la courtoisie avec laquelle il avait été élevé, qu'il lui rendrait visite plus tard dans la semaine. Il se tint sur les pavés à la lueur des lampadaires et regarda sa voiture s'éloigner. Et puis, au lieu de monter dans la sienne, il se retourna, lentement, et rentra dans l'Argent-Héron, par la porte d'entrée. Le maître d'hôtel le vit. Le visage du maître d'hôtel fit une chose compliquée, presque chorégraphiée, où la surprise, le calcul et la neutralité professionnelle se disputèrent brièvement le dessus, et la neutralité professionnelle l'emporta. Il s'inclina. Il demanda au seigneur Veche s'il rencontrait quelqu'un. Le seigneur Veche dit, doucement, qu'il rencontrait sa femme. Le maître d'hôtel s'inclina de nouveau. Il le conduisit, des pas lents d'un homme menant un invité à une table qu'il n'avait, en fait, pas réservée, à travers la salle principale. Les têtes se tournèrent très légèrement derrière les éventails et par-dessus les verres de vin. Éléanore ne se tourna pas. Elle avait entendu, Adrian en était certain, la voix du maître d'hôtel, et elle avait entendu son propre nom. Et elle avait entendu les pas s'approcher de sa table, et elle ne se tourna pas. Elle posa son verre d'eau. Elle plaça ses mains sur le lin, une de chaque côté de son assiette, comme si elle étudiait à nouveau le monde. Et ce n'est que lorsque son ombre tomba sur la nappe qu'elle leva les yeux. Elle leva les yeux vers lui sans surprise. Ce fut la chose qui le frappa en premier. Elle leva les yeux vers lui comme on lève les yeux vers un invité qui est arrivé précisément quand on l'attendait, et un peu plus tard qu'on ne l'avait espéré. « Éléanore, dit-il. » Elle inclina la tête. « Seigneur Veche, dit-elle. Puis-je vous présenter sa grâce le duc de Marenwall ?» Le duc se leva. Le duc offrit sa main. Le duc dit, avec la froideur très légère, très contrôlée d'un homme qui a passé la dernière heure à apprendre à détester le mari d'une femme avec qui il parlait, « Seigneur Veche, nous ne nous sommes jamais rencontrés. » Adrian prit la main. Il s'inclina à la distance exactement correcte. Il dit, « Votre grâce. » Il sentit avec une grande clarté le silence de la pièce autour d'eux. Et il sentit avec une clarté encore plus grande le silence à la table elle-même. C'était un silence différent et beaucoup plus ancien, un silence qui grandissait entre lui et sa femme depuis près de 4 ans, et qui avait maintenant, dans cette pièce éclairée par les lampes, devant un homme qu'il ne connaissait pas, finalement atteint sa pleine mesure. Il s'assit. Le duc, après une petite pause réfléchie, s'assit également. Éléanore dit, de la voix calme qu'elle utilisait lors des dîners, qu'elle espérait que la salle du fond avait été satisfaisante. Adrian dit, après un temps, qu'elle l'avait été. Elle dit, avec le plus petit sourire possible, qu'elle en était heureuse. Le duc, les observant tous les deux, ne dit rien. Le serveur, avec l'instinct inspiré d'un homme qui avait travaillé dans la salle principale de l'Argent-Héron pendant 20 ans, se matérialisa avec un verre propre et un petit couteau en argent. Il les posa, il disparut. Adrian regarda sa femme. Il regarda la main posée sur le lin, la main qu'il n'avait pas tenue de manière significative depuis il ne savait combien de temps. Il regarda la courbe de son ventre sous la soie grise, et il comprit, avec une clarté qui lui fit mal au fond de la poitrine, qu'il avait été sur le point de perdre quelque chose qu'il ne s'était jamais vraiment permis de remarquer qu'il avait. Il dit, d'une voix destinée à elle seule, « Éléanore, nous devrions parler. » Elle ne détourna pas le regard. « Nous sommes en train de parler, dit-elle. » Il dit, « Quelque part en privé. » Elle le considéra un long moment.
La lueur de la bougie bougeait sur sa gorge. Le duc leva très délibérément son verre et se tourna légèrement vers la fenêtre, leur accordant la seule intimité que la pièce pouvait offrir. Et Éléanore, de la même voix calme, dit « Quand sa grâce et moi aurons fini notre dîner, monseigneur, vous pourrez suivre ma voiture jusqu'à la maison. Nous parlerons là-bas. » Il comprit dans la façon dont elle le dit qu'il n'y aurait pas de scène. Il n'y aurait pas de cris. Il n'y aurait pas de porcelaine brisée. Il y aurait une conversation dans une pièce calme. Et à la fin de cette conversation, sa vie serait l'une de deux choses. Et laquelle des deux elle deviendrait dépendrait entièrement de ce qu'il dirait dans les prochaines heures, et de si ce qu'il disait était, pour une fois dans leur mariage, vrai. Il inclina la tête. Très légèrement, il dit « Merci ». Il se leva. Il s'inclina devant le duc. Il traversa la salle publique d'un pas posé d'homme élevé à ne jamais se presser, jusqu'à la porte d'entrée, et il sortit dans l'air froid de la rue. Et il resta longtemps sous le lampadaire, à respirer. La voiture arriva 1 heure plus tard. Il l'entendit avant de la voir. Le doux bruit des sabots des chevaux, le cliquetis des roues laquées sur les pavés, le faible murmure du cocher calmant les bêtes. Il vit le duc aider sa femme à monter. Il vit le duc s'incliner sur sa main et lui dire quelque chose à voix basse qui la fit hocher la tête une fois. Il vit le duc reculer. Il vit la portière de la voiture se fermer. Il monta dans sa propre voiture. Il dit au cocher de suivre. Ils traversèrent les rues froides de la ville, passèrent devant les volets fermés des boutiques de Maple Row, devant les fenêtres sombres des grandes maisons de la place, devant les petites fenêtres éclairées des portiers de nuit et des insomniaques. Et il regardait l'arrière de la voiture de sa femme. Il pensait à chaque mercredi des 3 derniers mois, et à quel point il était étrange qu'un homme puisse se croire l'architecte de sa propre vie et découvrir, en l'espace d'un dîner, qu'il n'en avait été qu'un locataire, payant en retard, et remarqué seulement par la propriétaire. Ils arrivèrent à la maison. Il l'aida lui-même à descendre. Le laquais, qui avait clairement reçu des instructions, recula sans un mot. Il lui donna son bras. Elle le prit légèrement, de la manière dont on prend le bras d'un homme en qui on n'a pas entièrement confiance sur une marche glissante. Ils montèrent les escaliers ensemble. Ils passèrent le grand hall avec son feu couvant et le salon du matin avec son bureau. Et ils allèrent, par un accord tacite, dans la petite bibliothèque au bout de la galerie. La pièce où, dans la première année de leur mariage, ils s'étaient assis une fois jusqu'à 2 heures du matin sur une carte de la côte Est, planifiant l'avenir d'un domaine dont ils n'avaient pas encore hérité. Ils n'avaient pas été dans cette pièce avec elle depuis plus d'1 an. Le feu avait été allumé. La carafe avait été sortie. Les 2 fauteuils près de l'âtre avaient été tournés, très légèrement, l'un vers l'autre, de la manière dont on tourne des fauteuils pour une conversation difficile. Éléanore alla au fauteuil de gauche. Elle s'assit. Elle posa ses mains sur les accoudoirs du fauteuil. Elle le regarda. Il s'assit en face d'elle. Il ne toucha pas à la carafe. Il ne savait pas, en fait, quoi faire de ses mains. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le feu bougeait. Une bûche se déplaça. Quelque part dans la maison, très faiblement, une horloge sonna la demi-heure. Puis Éléanore dit, de la même voix calme qu'elle avait utilisée au dîner, « Je ne vais pas vous poser de questions sur elle. » Il ne comprit pas, au début. Il la regarda. Il comprit. Il inclina la tête. Elle dit, « Je sais pour elle. Je sais pour elle depuis le 2e mercredi. Je connais son nom. Je sais où elle vit. Je sais ce que vous dépensez pour elle en 1 mois, parce que les comptes de la maison passent par moi. Et je ne me suis pas menti à moi-même. Je ne vais pas vous demander d'expliquer. Il n'y a rien que vous puissiez dire qui me l'expliquerait d'une manière que je croirais. Et je préférerais que vous ne me mentiez pas dans cette pièce. » Il dit d'une voix rauque, « Éléanore. » Elle leva une main. « Pas encore, dit-elle. » Il s'arrêta. Elle dit, « Ce que je vais vous demander, c'est ceci. » Elle fit une pause. Elle prit une longue et lente inspiration. Elle posa légèrement sa main sur la courbe de son ventre, non pas pour l'effet, mais de la manière dont elle avait commencé ces 2 derniers mois à la poser là chaque fois qu'elle avait besoin de se rappeler qu'elle n'était seule, dans aucune pièce où elle se trouvait. Elle dit, « Quand cet enfant naîtra, quel genre de père avez-vous l'intention d'être ?» Il la fixa. Il s'était préparé à des accusations. Il s'était préparé à des larmes. Il s'était préparé à la fureur froide et contrôlée qu'il croyait à moitié qu'elle avait accumulée pendant 4 ans. Il ne s'était pas préparé à cette question. Il ouvrit la bouche. Il la referma. Il la regarda vraiment, pour la première fois depuis longtemps.
Il vit à la lueur de la lampe la légère ombre sous ses yeux, qui était là depuis des mois, et qu'il n'avait pas remarqué. Il vit la façon dont sa main reposait sur l'enfant. Il vit l'attention soutenue, patiente et inflexible, avec laquelle elle attendait sa réponse. Et il comprit qu'elle ne lui posait pas une question rhétorique, et qu'elle ne la posait pas pour le blesser. Elle la posait parce qu'elle avait déjà pris sa propre décision sur le genre de mère qu'elle avait l'intention d'être. Et elle avait besoin, avant d'aller plus loin, de savoir s'il y avait une place pour lui dans la vie qu'elle construisait, ou si elle allait la construire sans lui. Il dit, très doucement, « Je ne sais pas ». Elle hocha la tête comme si cela, au moins, était honnête. Elle dit, « Alors je vais vous dire ce que je sais ». Elle dit, « Je sais que je vais élever cet enfant pour qu'il soit stable, observateur et sans peur du silence. Je sais que je vais apprendre à cet enfant que le monde est plein de gens qui les sous-estimeront, et que la bonne réponse à la sous-estimation n'est pas de jouer la comédie pour ces gens, mais de devenir discrètement la chose qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Je sais que je préférerais que cet enfant ait un père qui puisse se tenir dans la même pièce avec cette leçon sans se sentir diminué par elle. » Elle fit une pause. Le feu bougeait. Elle dit, « Je ne sais pas si vous êtes cet homme. J'ai espéré, dans une partie de moi que j'avais cessé de consulter, que vous pourriez l'être. Je n'en ai pas vu la preuve. Je suis prête, si vous le souhaitez, à chercher la preuve avec vous. Je ne suis pas prête à attendre poliment pendant que vous décidez de chercher ou non. » Il resta très immobile. Il pensa, avec une clarté soudaine et presque insupportable, à la nuit 4 ans plus tôt, où elle était entrée dans le salon au bras de son père. Il avait regardé de l'autre côté de la pièce et pensé, « C'est un visage que je pourrais passer une vie à regarder. » Et puis, de la manière lente et prudente avec laquelle il avait été élevé, il dit, « Éléanore ». Elle attendit. Il dit, « Le duc ». Elle inclina très légèrement la tête en signe d'interrogation. Il dit, « Était-ce la première fois ce soir ?» Elle le considéra. Elle dit, « Oui ». Elle dit, « Sa grâce m'a écrit il y a 1 mois pour une affaire. J'ai choisi le jour. J'ai choisi le restaurant. J'ai choisi la salle principale. Je ne l'ai pas invité pour vous exposer. Je l'ai invité parce que sa proposition était solide et parce que je souhaitais, pour une fois dans notre mariage, m'asseoir à une table de dîner en face d'un homme qui me regardait. » Elle fit une pause. Elle dit, « Ce n'est pas une confession, monseigneur. C'est une description. » Il hocha la tête. Il comprit. Il dit doucement, « Le reverrez-vous » Elle dit, « Pour les affaires, oui. La proposition est excellente. J'ai l'intention de l'accepter aux conditions que nous avons discutées. » Il dit, « Et sinon ?» Elle soutint son regard. « Sinon, dit-elle, cela dépend de ce que nous décidons dans cette pièce. » Ils restèrent assis un long moment. Le feu bougeait. Quelque part dans la maison, l'horloge sonna de nouveau. Il pensa à Mireille et à la voiture dans laquelle il l'avait aidé à monter plus tôt ce soir-là et au sourire exercé qu'elle lui avait donné. Et il comprit avec la simplicité froide d'un registre clos à la fin d'une année qu'il avait dépensé la petite monnaie de son attention pour une femme à qui elle ne manquerait jamais et retenu la grande monnaie de celle-ci à une femme qui avait cessé de la demander il y a quelque temps. Il dit, « J'y mettrai fin demain par lettre, puis en personne. Je fermerai le compte chez le fleuriste. Je ne la reverrai plus. Je dirai à mon régisseur de cesser de payer le loyer des chambres. » Éléanore ne dit rien. Il dit, « Je sais que ce n'est pas assez. Je sais que mettre fin à une chose n'est pas la même chose que construire une chose. Je sais que vous ne me demandez pas ce que je vais cesser de faire. Vous me demandez ce que je vais commencer. » Elle inclina très légèrement la tête. Il dit, « Je n'ai pas été un mari. J'ai été un nom dans un contrat. J'ai bien respecté le contrat et mal le mariage. Et je me suis dit pendant 4 ans que l'un était l'autre. » Il fit une pause. Il dit, « J'aimerais, si vous me le permettez, apprendre à être l'autre. » Il dit, « Je ne sais pas comment. » Il dit, « Je suis prêt à ce qu'on m'apprenne. » Elle le regarda un long moment. Puis elle dit, très doucement, « Je ne suis pas votre professeur, Adrian. Je suis votre femme. » Il inclina la tête. Elle dit, « Mais je suis prête à être dans la même pièce pendant que vous apprenez. » Il laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Ce n'était pas, comprit-il, le pardon. Le pardon était une chose plus grande et plus lente, et il devrait être mérité dans 1000 petites pièces comme celle-ci, au cours de 1000 petites soirées, par 1000 petits actes d'attention. C'était la permission. C'était la permission de commencer. Dehors, la ville était calme. À l'intérieur, le feu bougeait. Eleanor tendit la main après un moment,
et la posa légèrement sur l'accoudoir de son fauteuil. Pas sur sa main, pas encore. Sur l'accoudoir de son fauteuil, dans le petit espace neutre où sa main pouvait reposer sans les engager l'un ou l'autre, à plus que le fait d'être dans la même pièce. Il regarda sa main. Il ne bougea pas la sienne. Il comprit qu'il n'avait pas encore mérité le droit de le faire. Il comprit que la discipline de ne pas tendre la main à ce moment était la première leçon. Ils restèrent ainsi dans la petite bibliothèque, au bout de la galerie, jusqu'à ce que le feu se soit réduit à des braises et que l'horloge ait sonné l'heure suivante. Et l'enfant en elle, qui avait été immobile toute la soirée, bougea très faiblement sous la soie gris tourterelle. La main d'Éléanore sur l'accoudoir de son fauteuil se serra très légèrement, puis se détendit. Elle sourit presque pour elle-même à quelque chose qu'elle ne partagea pas. Adrian, la regardant sourire à quelque chose qu'elle ne partageait pas, comprit que le travail de sa vie à partir de ce soir serait le travail lent, patient, peut-être de toute une vie, de devenir un homme avec qui elle pourrait un jour être prête à le partager. L'enfant naquit un matin au début du printemps, dans une pièce pleine de lumière pâle et d'odeur de lin frais, et ce fut une fille. Ils la nommèrent Iris, sans raison, qu'aucun d'eux n'expliqua jamais complètement, sauf qu'Éléanore, jeune fille, s'était assise une fois dans un jardin qui en était plein et s'était sentie, pendant un après-midi, entièrement en sécurité. Le duc de Marinwall envoya, en guise de félicitations, une petite coupe en argent gravée de la date et une note courte et courtoise. Le marais à l'est de son domaine fut drainé par le canal à travers la digue ouest dans la 3e année de la vie d'Iris, et à la 5e, il générait un revenu que le duc, dans une lettre qu'Éléanore gardait dans la petite boîte laquée, décrivit comme « embarrassant de grandeur ». Morel, dont le nom de famille n'a pas besoin de nous retenir, se maria dans l'année avec un marchand de vin des provinces du Sud qui l'adorait et qui eut, de l'avis de tous, la grande chance de rester ignorant qu'il était le 2e homme de sa vie à le faire. Le maître d'hôtel de l'Argent Héron, qui s'était comporté avec une discrétion si inspirée la nuit en question, fut au printemps suivant le destinataire surpris d'un cadeau généreux et entièrement anonyme. Il se retira 3 ans plus tard dans une petite maison sur la côte, où, disait-on, il tenait une cave qui aurait fait honneur à un établissement bien plus grand. Les comptes de la maison Vêche, qui étaient passés en pratique entre les mains d'Éléanore pendant 4 ans, y passèrent officiellement à partir de la date du premier anniversaire d'Iris. Et les registres, qui avaient toujours été admirablement tenus, devinrent sous sa gestion formelle la merveille discrète de 3 bureaux de comptabilité. Adrian, qui avait été décrit un jour par un rival comme l'esprit le plus froid du Sud, devint par degrés si lent que même ses plus proches associés ne remarquèrent pas au début un homme qui quittait son bureau à une heure raisonnable, qui pouvait être trouvé la plupart des soirs dans la petite bibliothèque au bout de la galerie. Une fillette aux cheveux sombres corrigeait sa prononciation avec un grand sérieux, et qui, lorsque sa femme entrait dans la pièce, levait les yeux avec l'expression d'un homme qui, après une longue étude, avait enfin commencé à comprendre une phrase qu'il avait mal traduite pendant des années. Ils ne furent pas, au final, un couple romantique. Ils étaient quelque chose de plus rare, et pour ceux qui les connaissaient bien, de plus enviable. 2 personnes intelligentes qui s'étaient mises d'accord dans une petite bibliothèque par une nuit d'hiver pour commencer à se prêter attention l'une à l'autre. Et qui l'avait ensuite fait, avec la patience que de tels accords exigent. Et si, certains mercredis, Éléanore dînait encore à l'Argent Héron, dans la salle principale, sur une chaise près de la fenêtre, c'était maintenant son mari qui était assis en face d'elle. Et c'était maintenant son mari qui regardait son visage avec l'attention soutenue et réfléchie d'un homme qui avait failli perdre le privilège de le faire, et qui n'avait pas l'intention, tant qu'il vivrait, de le perdre à nouveau. Alors, si vous vous êtes déjà assis à une table où l'on ne vous voyait pas, et que vous avez choisi, au lieu de pleurer, de vous habiller soigneusement et de vous asseoir à une autre table et de laisser le monde vous rattraper à son propre rythme, cette histoire a été pour vous. Si vous avez déjà été celui à l'autre table, celui qui a levé les yeux trop tard et a compris, en un seul instant éclairé par une lampe, ce que vous étiez sur le point de perdre, cette histoire a été pour vous aussi. Dites-moi, près des braises de votre propre feu ce soir, quel moment vous a le plus marqué? La fourchette arrêtée à mi-chemin de la bouche, la main posée sur le lin blanc, le petit sourire qu'elle n'a pas partagé, ou la main posée légèrement sur l'accoudoir du fauteuil? J'aimerais beaucoup le savoir. Et si vous avez aimé être assis ici avec moi près de ce feu,
Approchez un peu plus votre chaise la prochaine fois et restez. Il y aura une autre histoire, un autre soir, quand les lampes seront allumées et que le monde se sera tu. Et je serai là, comme je suis là ce soir, heureux de votre compagnie. Dormez paisiblement, cher ami, jusqu'à la prochaine histoire.